Des faux profils sur Facebook, est-ce qu'il y en a sur Facebook? Non, d'accord, c'est bien. Des vidéos humiliantes sur YouTube, est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de vidéos sur YouTube? Des fois, il y a des vidéos d'agression qu'on peut voir, par exemple, ou de bagarres, ou ce genre de choses. Diffusion de photos intimes sur Snapchat, est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent Snapchat? D'accord, quelques-uns, ouais. Et puis, le piratage de compte, et puis j'utilise le compte de la personne pour tenir des propos inappropriés à sa place. Par exemple, je vais aller insulter un de mes camarades de classe, et après, ce sera mon camarade de classe que j'ai piraté, qui aura des problèmes dans la vraie vie, parce que l'autre n'aura pas compris que c'est pas lui qui l'a insulté, en fait. Donc voilà des exemples, alors il y en a plein d'autres d'exemples. Je vois que vous êtes très peu présents sur les réseaux sociaux. À partir de quel âge on a le droit de s'y inscrire? Ouais, 13 ans exactement. Qui a déjà 13 ans parmi vous? Personne, donc c'est bien, vous n'êtes pas inscrits sur les réseaux sociaux, sauf les quelques-uns qui sont inscrits sur Snapchat. Normalement, vous ne devriez pas l'utiliser. D'accord? Attendez bien 13 ans avant de vous inscrire sur les réseaux sociaux. C'est important. Et puis on peut très bien vivre sans utiliser les réseaux sociaux. Alors c'est le fait d'envoyer des photos de soi, plutôt dénudées, à quelqu'un qu'on connaît, à travers les nouvelles technologies. Donc par exemple, il y a quelques utilisateurs de Snapchat dans la salle, on l'a vu tout à l'heure. Snapchat est beaucoup utilisé pour faire ça. Qu'est-ce qui me dit que la personne qui reçoit mon contenu ne va pas ensuite la diffuser sur Internet? Comment je fais pour être sûr qu'il ne va pas la diffuser? C'est ça en fait, on ne peut pas du tout être sûr. Quand j'envoie quelque chose à quelqu'un, eh bien il peut faire un peu ce qu'il veut avec. Il peut la mettre sur, par exemple mettre ma photo sur un autre site. Il peut l'utiliser pour faire un photomontage comme on a vu dans la vidéo tout à l'heure. Il peut l'utiliser pour faire un faux profil à mon nom, enfin voilà. Savoir, si un jour vous êtes amené à vous inscrire, on a des paramètres en fait qui nous permettent de dire qui peut voir ce qu'on poste. Donc par exemple quand je mets une photo, je peux dire que tout le monde peut le voir. Je peux dire aussi qu'il n'y a que certaines personnes qui peuvent le voir. C'est important de faire attention à qui peut voir nos informations personnelles. Plus il y aura de monde qui les verront, plus les gens auront des informations sur moi et pourront les utiliser contre moi dans la vraie vie. Alors ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça peut arriver. Et donc il vaut mieux se protéger en faisant en sorte que les gens que je ne connaisse pas n'aient pas accès à beaucoup d'informations sur moi. Quelles sont les informations qu'il faudrait que je cache, que j'évite de donner aux gens que je rencontre sur Internet ou qui viennent voir mes réseaux sociaux par exemple? Ouais. Alors son prénom, voilà, on évite. Son adresse postale, on évite aussi. Quoi d'autre? Le numéro de téléphone. L'âge, on évite tout à fait. L'adresse mail. Alors l'adresse mail, à la différence de l'adresse postale, on ne peut pas s'en prendre à vous directement avec votre adresse email en fait. Donc c'est pas gênant de la donner. Au pire, on vous envoie un mail qui sert à rien ou un mail frauduleux, mais on ne va pas en fait t'en prendre à toi. Et là, après cette séquence d'informations, vous allez changer votre attitude par rapport à ces outils. Par exemple, est-ce que vous saviez que sur Facebook, vous pouviez choisir le degré de confidentialité, tout ça? Vous saviez tout ça ou vous venez de l'apprendre dans cette séquence? Peut-être que vous savez qui l'avait appris. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos données personnelles, c'est ce que vous avez les plus précieux. Et donc, vous ne pouvez pas les lâcher comme ça dans la nature. Même si vous croyez les adresser seulement à des amis, des fans, des followers, en réalité, vous les lâchez dans la nature et vous les mettez sur Internet. Donc, déjà, pour repartir avec ça. Puis le deuxième enseignement, à mon avis, c'est aussi à votre génération de veiller à faire de l'Internet autre chose qu'un espace de brutalité. Donc vous aussi, quand vous commentez, je ne sais pas si vous le faites déjà, mais quand vous commenterez l'actualité de façon anonyme sur Twitter, sur Facebook, etc., il faut respecter les mêmes règles que celles qu'on respecte dans la vraie vie. On n'est pas obligé d'insulter, on n'est pas obligé de diffamer, on n'est pas obligé d'être violent envers les autres. Et je pense que vous n'êtes pas simplement un spectateur de ce qui est en train de se passer sur Internet, vous êtes aussi des acteurs. Donc c'est très important de comprendre que Internet, ce sera aussi ce que vous en ferez. Voilà, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et le côté positif l'emporte quand même, où il y a un moment où vous allez finir par vous dire que c'est tellement dangereux, c'est tellement risqué qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser. Il va y avoir des moments où on va se dire ça. Ouais. Ça t'est déjà arrivé à toi? D'être insulté sur Internet ou de voir des choses comme ça?
toi? Non. Personne ici n'a fait l'expérience d'être insulté sur Internet? Il y a de la chance. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, ça peut paraître très banal, c'est qu'il me semble que l'essentiel, c'est l'instauration d'un climat scolaire paisible, le plus paisible possible, la justice permanente au sein de l'établissement, des enfants qui peuvent avoir confiance dans les adultes qui les encadrent, que ce soit les professeurs, les surveillants, les CPE ou le principal du collège ou son adjoint. Un climat qui doit favoriser et l'écoute et le partage d'informations et la vigilance permanente. Un enfant qui va mal, si on est attentif, on le voit rapidement. Ensuite, reste à trouver les raisons de ce malaise. Donc, vigilance, une atmosphère qui permet aux enfants de se confier sans crainte, une coéducation avec les familles, et puis des actions de prévention comme celle à laquelle vous avez pu assister ce matin, avec la collaboration d'associations. C'est vrai que dans notre établissement, on essaye d'agir à différents niveaux, sur différents plans. Et en particulier, depuis 2 ans, on a mis en place un travail sur la médiation par les pairs, même si ce n'est pas tout à fait la même chose néanmoins. On ne peut pas échapper à une autre démarche qui va être celle de la responsabilisation, qui va être celle de l'appropriation active des élèves pour tout un ensemble de démarches. Et pour le coup, la médiation par les pairs, c'est une façon justement de leur dire vous êtes capable de régler par vous-même tout un ensemble de questions, vous êtes capable d'intervenir, de vous approprier ces questions-là. Ce n'est pas nécessairement les adultes qui vont tenir le discours de la raison, le discours du respect, et en plus ça leur fait expérimenter les choses. Pour moi ça c'est fondamental, parce que justement souvent on s'en tient à des discours. On n'a pas le temps de faire tellement autre chose, et tant que c'est l'adulte qui dit respecte ton professeur, respecte ton camarade, il est semblable à toi, etc., tu n'aimerais pas qu'on te fasse ce que tu es en train de lui faire, on reste encore dans le discours. À partir du moment où on leur donne les moyens, en l'occurrence on les forme, au collège on sensibilise tous les élèves de 5e, 140 élèves de 5e, donc 1 heure d'initiation à la médiation par le père. Et ensuite, sur cette base-là, on demande qui souhaite être formé. Donc on a chaque année une trentaine d'élèves qui disent moi je veux bien être formé. Donc ils bénéficient d'une bonne quinzaine d'heures de formation. Ensuite, ils vont devenir médiateurs. Et c'est une équipe du collège, qui est formée elle-même par quelqu'un du rectorat, qui d'année en année donc, reforme ce lot de médiateurs qui vont ensuite intervenir sur tout un ensemble de conflits. Et donc, avant que ces conflits dégénèrent et s'enquissent. Il faut aussi beaucoup travailler avec les parents. Il faut que les parents aient confiance, et pour qu'ils aient confiance, il faut pouvoir les entendre, il faut qu'ils puissent parler, il faut qu'ils soient écoutés. Tous les parents du collège ont mon numéro de téléphone. Donc c'est un climat de confiance qui doit être restitué dans son ensemble, et un travail d'où nulle personne ne doit être exclue. Je peux témoigner qu'effectivement, depuis 3 ans, j'ai le sentiment que les choses ont évolué, qu'effectivement les familles sont écoutées au niveau des établissements. Alors, rien n'est parfait encore, bien évidemment, mais il y a une écoute, il y a une prise en charge, en tout cas, de ce que les familles peuvent témoigner. Ils font un petit peu dans les établissements un peu comme ils peuvent. Souvent, c'est pas toujours très très facile. Nous, représentants de parents d'élèves, nous accompagnons ces familles du mieux que nous faisons, que nous pouvons. Nous essayons de former nos responsables aussi, avec l'aide effectivement de M. de Barbieux, pour y faire en sorte que représentants de parents d'élèves, chefs d'établissement, enseignants, CPE, puissent accompagner ces familles. Je pense que les enfants ont, et je m'en rends compte tous les jours, les enfants ont quand même une notion de la justice et de l'injustice très très tôt, dès le jeune âge. Et je pense qu'il est important à ce stade-là, enfin, de très souvent, très rapidement, commencer à les responsabiliser, à leur donner des notions là-dessus. Et aussi, du coup, à les positionner en tant que sujet, à être acteurs en fait, de leur propre... et à réagir aussi par rapport à eux. Et je pense que pour les familles, en ce qui concerne les familles, moi je pense effectivement qu'il y a eu énormément de choses qui sont faites, qui ont été faites au niveau institutionnel. Il y a encore quand même pas mal de décalage sur le terrain. Bon, je pense que les choses vont avancer lentement, ça va se faire sur la durée, effectivement. Et que ça ne peut se faire que par la pédagogie, par l'information, par la communication, mais aussi par des actions très concrètes qui associeront à la fois les enseignants,
les directeurs d'école, les directeurs d'établissement. On sait ce qu'il faut faire pour prévenir, lutter contre le harcèlement à l'école. Il faut faire en sorte qu'on puisse le détecter le plus rapidement possible. Donc ça veut dire des personnels dans les établissements scolaires qui soient en capacité de le faire, des chefs d'établissement qui sachent comment traiter ces affaires et les traitent rapidement, des parents qui soient eux-mêmes sensibilisés au danger du harcèlement et qui pensent à en parler avec leurs enfants et qui aient un numéro vert auprès duquel trouver des conseils. Donc c'est ce que nous avons lancé il y a maintenant 1 an. Nous avons même créé une délégation composée de 7 personnes sous l'égide de Henri Barbieux pour s'occuper de ça au quotidien, aller voir les établissements, leur fournir du matériel, des outils, de la formation. C'est en train de se déployer, il faut continuer et puis il faut que nous fassions mieux en termes de prise en charge des cas lourds de harcèlement lorsque les familles peuvent se sentir parfois encore démunies, pas suffisamment écoutées, pas suffisamment accompagnées psychologiquement. Donc nous sommes en train de travailler avec du personnel psychologique, médico-social pour faire en sorte que l'institution scolaire apporte une réponse complète. Mais le plus important dans ces affaires de harcèlement, ça reste qu'il ne faut pas laisser la loi du silence ou la loi du tabou s'installer, comme ça a été le cas pendant trop longtemps. Il faut inciter les enfants à parler, à sortir de leur souffrance, à ne pas considérer qu'ils sont dans une impasse, surtout quand ce harcèlement passe par Internet et qu'ils ont l'impression d'être seuls face à leur écran. Il faut leur donner des clés. Donc dans les établissements scolaires, nous faisons intervenir des spécialistes pour leur expliquer comment mieux se protéger sur Internet, comment parler de ce qu'ils vivent, qu'ils ont des droits, que la loi est de leur côté, que ça ira toujours beaucoup mieux quand ils auront dénoncé les faits de harcèlement que quand ils les taisent. Il y a un effort à faire, particulièrement en maternelle, parce que ça commence en maternelle et là, en matière de formation, on est un peu à la traîne. L'effort à faire, il est constant à tous les âges. C'est en 6e, généralement, les témoignages nous redisaient tout à l'heure que les cas de harcèlement un peu lourds peuvent apparaître. Mais c'est dès le plus jeune âge qu'on apprend aux élèves qu'ils vivent dans un monde de règles et que dans ce monde de règles, il y a ce qui est juste, ce qui est injuste et qu'il ne faut pas hésiter à dénoncer ce qui est injuste. Et que s'ils sont agressés physiquement ou psychologiquement par un de leurs camarades, eh bien, ça n'est pas mal faire que de rapporter. Au contraire, il faut en parler à un adulte, il ne faut pas se laisser faire, on sera plus protégé quand on dit les choses que quand on les tait. Et donc ce sont des règles simples qui en effet s'acquièrent dès le plus jeune âge et c'est pour ça que nous tenons à former l'ensemble de nos personnels sur ces sujets. Mais quelles sont les mesures concrètes que vous annoncez là aujourd'hui pour les mois et les années qui viennent ? Les mesures concrètes, c'est le déploiement d'outils pédagogiques pour aider précisément les personnels à se saisir. Un guide, par exemple, pour faire en sorte que les chefs d'établissement sachent comment se comporter. Il y a des règles qui peuvent paraître peut-être évidentes, mais qui ne le sont pas. Lorsque un élève dénonce des faits de harcèlement, il ne faut pas le convoquer dans son bureau en présence de l'auteur du harcèlement, parce qu'on sait que ça complique la tâche plus qu'autre chose. Dans ce même guide, la nécessité de rentrer en contact avec les parents, d'avoir un partenariat permanent sur ce sujet avec les autres adultes qui entourent l'enfant. Donc ce sont des outils pédagogiques, c'est des référents en charge de ce harcèlement scolaire qui dans chaque académie viennent en appui des établissements pour évoquer le sujet en classe, pour mettre en place un protocole de traitement de cas. Et puis c'est en parler toujours plus et c'est pour cela que nous souhaitons qu'il y ait une journée de sensibilisation à cette thématique qui soit très suivie avec les médias. Parce que la vérité, c'est que le harcèlement sur enfant, le harcèlement moral, il peut avoir lieu à l'école, mais aussi dans bien d'autres cadres où se retrouvent des groupes d'enfants. On parlait des colonies de vacances, des centres de loisirs, des associations sportives, etc. Et il faut que la société dans son ensemble prenne conscience que ça n'est pas normal et que ça doit être dénoncé. C'est encore une fois sortir de la loi du silence, c'est la meilleure façon de nous aider à lutter contre ce harcèlement.